Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur Alizé Guadeloupe. Merci de nous accueillir chez vous pour notre journal de la mi-journée. Le préfet a décidé de prendre la main dans le dossier de l'eau en Guadeloupe. Jacques Billan invitait les parties prenantes dans le conflit du SIAG à une réunion pour tenter de mettre fin à cette grève qui a commencé lundi dernier. Muriel Barlagne est en préfecture. Je vous propose de la joindre par téléphone. Muriel, où en sommes-nous des discussions qui ont débuté maintenant depuis un peu plus d'une heure? Bonjour Ronny, bonjour à tous. C'est une réunion qui a commencé à 11 heures en présence de quasiment tous les signataires du protocole du 21 décembre 2014 ayant permis le transfert de 120 salariés de la Générale des Eaux au SIAG. On se souvient que c'était un préalable aux négociations exigées par l'intersyndicale à l'initiative de la grève. Parmi les élus présents aujourd'hui, qui avaient été absents à la dernière réunion, on peut citer Josette Borel-Lincertin, la présidente du conseil départemental, Jean-Claude Pioche, le président de l'association des maires, ou encore Gabriel Louis Carabin, présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre. Le président de région, Henri Chalus, est absent, mais il est représenté par Guy Losbar et Olivier Servat. Toutes les communautés d'agglomération sont présentes, sauf celle du Sud-Bastère, présidée par Lucette Michaud-Chevry. Alors, c'est une réunion qui doit permettre de mettre fin au conflit du SIAG entamé il y a maintenant une semaine, conflit concernant surtout le maintien des acquis des personnels de la Générale des Eaux transférés au SIAG. Lors de la dernière réunion qui a eu lieu samedi, les parties ne sont pas arrivées à un accord. Il s'agira aussi de parler de l'avenir du SIAG et probablement de la création d'un syndicat mixte ouvert pour la gestion de l'eau en Guadeloupe. Voilà, Ronny, ce qu'on pouvait dire à cette heure de la journée sur cette réunion qui se poursuit à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup Muriel, on vous retrouve ce soir pour un sujet certainement complet sur cette rencontre à l'initiative du préfet de région Jacques Billan. Et vous nous le disiez, Éric Jalton, le président de Cap Excellence, est présent à la table des négociations en préfecture. Hier soir, c'est Maggie Cellini, 9e vice-présidente de cette communauté d'agglo, qui était l'invitée de notre journal. La conseillère communautaire en charge de l'eau est revenue sur l'intérêt de travailler à la mise en place d'un syndicat réunissant les différents acteurs de la question de l'eau en Guadeloupe. Je vous propose de l'écouter. Quelle que soit la forme juridique, quel que soit le nom que nous souhaitons porter à cette structure, il est fondamental que nous puissions mettre en place un système qui puisse permettre que nous puissions répondre à 900 millions à l'extrême, mais disons entre 500 et 900 millions d'euros de renouvellement de réseau sur le territoire. Je crois que la question de fond, elle est celle-là et rien d'autre. Pour ce qui est de la faisabilité de ce syndicat unique, est-ce que les différentes parties vont pouvoir se concerter pour cela, selon vous? Il y a obligation de se concerter, il y a obligation de se mettre autour d'une table, il y a surtout obligation d'atteindre cet objectif-là. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles nous ne serions pas d'accord ou il y aurait des différences, parce que bien évidemment les territoires sont très différents, mais je crois qu'il faut garder l'essentiel, c'est-à-dire mettre en place une structure capable de supporter ces investissements lourds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 50 et 60 millions d'euros par an pour pouvoir renouveler les réseaux. La communauté d'agglomération Cap Excellence qui réunit les villes de Pointe-à-Pitre, des Abîmes et de Bémao dispose de la compétence relative au service de l'eau. Cap Excellence a la charge du traitement et de la distribution de l'eau dans les robinets de son territoire. Une mission qu'elle a déléguée à la Générale des Eaux. Anne-Elisabeth Arcet nous explique l'organisation du service de l'eau à Cap Excellence. Contrairement à ceux du SIAG, les clients de Cap Excellence ne sont pas privés d'eau. La communauté d'agglomération qui regroupe les territoires des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et de Bémao fournit l'eau à 50 000 abonnés tout en étant liés contractuellement au SIAG. D'un côté, nous achetons 12 millions de mètres cubes d'eau aux mains du SIAG et nous produisons par notre propre usine à Miquel 5 millions de mètres cubes. Donc un total pour desservir nos 50 000 abonnés, il nous faut 17 millions de mètres cubes d'eau. Donc, vous voyez donc que nous avons besoin de cette eau-là, l'eau que nous achetons au SIAG, et que quand le SIAG tousse, eh bien, Cap Excellence est malade. En tout cas, dans sa compétence fourniture d'eau potable aux habitants
aux entreprises, aux administrations qui sont sur leur territoire, sur le territoire de Cap Excellence. Cap Excellence produit de l'eau potable dans son usine de traitement de Mickel. Outre Pointe-à-Pitre, il alimente plusieurs quartiers des Abîmes. Nous sommes donc ici, au cœur du système nerveux de la distribution de l'eau pour le territoire de Cap Excellence. L'eau que nous produisons sort donc de Bois-David, à 21 km, et arrive donc à l'usine de Mickel par un système gravitaire qui nous permet est traité, stocké et distribué aux abonnés. Et l'eau que nous achetons dans les mains du SIAG, les 12 millions de mètres cubes dont je vous parlais tout à l'heure, arrivent toutes traitées et est injectée directement dans le réseau de Cap Excellence et qui nous permet donc de distribuer en année pleine les 17 millions. Le service minimum mis en place n'a pas pour l'instant perturbé le réseau de distribution d'eau de Cap Excellence. La communauté d'agglomération exerce cette compétence via la Générale des eaux. Cependant, le contrat avec ce délégataire arrive à échéance à la fin de l'année. Cap Excellence pourrait alors mettre en place sa propre régie. On en profite pour vous dire quelques mots sur les perturbations dans la distribution d'eau. La Générale des eaux informe que la distribution d'eau sera interrompue demain matin dès 7 h dans les zones de Blachon et de Chantilly, dans la commune de Bémao en raison de travaux. Le retour à la normale est prévu dans l'après-midi de demain. La CIMAD, qui vient en aide aux migrants et aux réfugiés en Guadeloupe et partout dans le monde, organisait ce matin une action de sensibilisation sur les politiques d'enfermement et d'expulsion des étrangers. Une action scénarisée mise en place devant les portes de la sous-préfecture. Objectif des membres de la CIMAD, pointer les difficultés rencontrées par les personnes en situation irrégulière en Guadeloupe. Nous écoutons à ce sujet Mathias Aura de la CIMAD Guadeloupe. Alors la CIMAD, c'est une association de solidarité active avec les migrants et les réfugiés. Donc on a deux types de rôles. Le premier, c'est qu'on leur apporte des conseils juridiques, parce que souvent ils sont dans une situation de difficulté pour accéder aux droits, aux informations. Et ensuite, dans le centre de rétention, qui est un lieu où on place les étrangers en vue de les expulser, on leur apporte également des conseils juridiques pour qu'ils exploitent au maximum les possibilités que leur offre le droit français. Et également, on joue le rôle un peu de vigie. On a l'œil ouvert sur ce qui se passe pour témoigner de ce qui se passe dans les centres de rétention, parce qu'il y a peu d'informations là-dessus et les gens ne savent généralement pas qu'on enferme quotidiennement des gens sans qu'ils n'aient commis ni crime ni délit. Alors aujourd'hui, on a organisé une grande remise de prix, les Charter Awards, qui récompensent les 10 préfectures dans toute la France qui ont fait preuve du plus d'imagination pour mettre en place des pratiques illégales ou abusives en matière d'expulsion et d'enfermement des étrangers. Alors justement, les membres de la CIMAD ont souhaité remettre symboliquement ce prix au sous-préfet de Pointe-à-Pitre, mais ils n'ont pas été reçus par Jean-Michel Jumez. La préfecture de Guadeloupe serait l'une des plus rapides de France selon eux en ce qui concerne les délais d'exclusion des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Comment faire des économies d'énergie et donc des économies d'argent ou de quelles aides peuvent bénéficier les personnes en situation de précarité auprès des CECAS, les centres communaux d'action sociaux? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles les clients d'EDF Archipel Guadeloupe ont pu trouver réponse ce matin au cours d'un forum précarité énergétique organisé par EDF. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. EDF a son forum dédié à la précarité énergétique. Au programme, conférences, débats, échanges, quiz et présentation des actions et des aides des CAS en partenariat avec EDF. Nous avons un certain nombre de conventions que nous passons avec les centres d'action communaux, avec la CAF, avec le conseil départemental. Et le but, effectivement, de ces conventions est de trouver des actions pour aller au plus proche des clients précaires. Donc ça se décline à travers les bons, par exemple, électroménagers pour s'équiper d'électroménagers performants. Les réunions de sensibilisation pour apporter effectivement des conseils en efficacité énergétique, donc en maîtrise de demande d'énergie aux clients, comment faire pour réduire la facture, des ateliers avec les
les acteurs du territoire pour trouver effectivement, pour s'organiser, pour savoir quelles sont les procédures des uns, les procédures des autres et faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on apporte comme réponse à la précarité. Et enfin, tout le dispositif en matière de ticket énergie. Outre les actions d'aide à l'attention des personnes en situation de précarité, ce forum est aussi l'occasion d'apprendre à faire plus d'économies d'énergie pour moins de précarité. Faire des économies d'énergie, c'est par exemple avoir un chauffe-eau solaire, c'est aussi avoir une climatisation performante inverter qui consomme moins, c'est effectivement aussi isoler sa toiture pour gagner entre 2 à 5 degrés en moins et de mettre de l'éclairage performant et d'avoir du matériel type électroménager dans des classes qui soient A2+, A3+. En un an, le fournisseur d'électricité a constaté une augmentation de 80% du nombre des personnes qui bénéficient du tarif de première nécessité, soit 53 000 personnes. EDF souhaite donc, par le biais de sa cellule Solidarité, agir sur le terrain aux côtés des acteurs sociaux afin de lutter durablement contre la précarité. Et le forum de ce matin s'inscrivait également dans la démarche de maîtrise de la consommation d'énergie d'EDF Archipel Guadeloupe. Dans ce domaine, le producteur vient d'obtenir une certification environnementale ISO 50001 pour sa centrale de Saint-Barthélemy. Une certification qui vient couronner les efforts d'EDF en matière de gestion de l'énergie, mais également de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier site de production thermique d'EDF à obtenir cette certification. Après 2 reports, la rencontre de négociation programmée hier à Capesterre-Belle-Eau ne s'est pas tenue. Durant plusieurs heures, les belligérants ont échangé par le biais du médiateur sur les conditions à l'ouverture des discussions. Voyez ce reportage de Johan Charpentier-Titi. Statu quo à Capesterre-Belle-Eau. Des négociations en présence d'un médiateur devaient débuter à la caisse des écoles. Pourtant, après 4 heures de discussion, rien. Les grévistes réclament le paiement de tous les salaires du mois de mai avant d'entamer les négociations. Pour nous ouvrir la négociation, il faut que nous certifions aujourd'hui, nous garantissons que la paye à mois de mai en intégralité, que tout le monde paye. Un préalable accepté par Joël Beaugendre, mais cette fois-ci, c'est l'équipe municipale qui pose un préalable à la négociation, à savoir l'ouverture de tous les services de la mairie. Écoutez, on va constater que la mairie soit ouverte à la population et au personnel qui voudrait travailler. Et tous les services reprendront, que ce soit les services du personnel ou autres, pour pouvoir satisfaire les besoins de cette population qui, depuis un mois, je dirais, n'a aucun retour de ce personnel que l'on paie en leur nom. Et si toutes ces conditions sont requises, nous allons effectivement entamer les négociations. Le dialogue demeure compliqué entre le maire et l'UTC-UGTG, malgré la présence du médiateur réclamé par le syndicat depuis plusieurs semaines. Cette médiation, jusqu'à aujourd'hui, on est quand même le 3 juin, n'a pas pu faire son travail correctement, sauf d'avoir des entrevues avec nous pour pouvoir effectivement déblayer le terrain, mais le syndicat venant en disant à ces entrevues qu'il n'est pas venu pour négocier, il est venu nous entendre. Et il s'agit bien là du seul point d'accord entre les deux parties. Médiateur fait travailler depuis mercredi passé. Médiateur fait en première approche avec les deux parties. Ça a très bien passé à la police. Mais vous savez, l'autorité reste ses positions. Mais nous aussi, nous montrons l'autorité que si ça reste ici, nous reste ici, nous aussi. Pour rappel, les revendications du syndicat concernent entre autres l'augmentation des plages horaires des agents de cantine ou encore la revalorisation du montant des tickets restaurants. Et sachez que les discussions annoncées pour ce matin n'ont pas eu lieu, le maire n'ayant pas honoré le rendez-vous selon les syndicalistes. Quant au mouvement de grève des agents de la ville de Pointe-à-Pitre, affilié au syndicat SPC, il en est à son 6e jour. Une rencontre pourrait avoir lieu ce soir entre la municipalité et les représentants des agents en grève.
Place maintenant à l'actualité dans la région avec d'abord la victoire hier de l'opposition aux élections législatives de Sainte-Lucie. Le United Worker Party remporte 11 sièges contre 6 au Labour Party du Premier ministre sortant Kenny Anthony. En poste depuis 2011, Alain Chastenay, le chef de file du nouveau parti au pouvoir, devrait être nommé Premier ministre. Élection toujours, mais cette fois à Haïti, avec l'annulation pure et simple du premier tour de l'élection de la présidentielle d'octobre dernier. Les électeurs haïtiens devront donc se rendre de nouveau aux urnes le 9 octobre prochain. Le second tour de la présidentielle pour la République d'Haïti a été fixé au 8 janvier 2017. Nous poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Dans un instant, direction la République du Pérou qui dispose d'un nouveau président. Mais tout de suite, revenons sur l'adhésion de la collectivité de Saint-Martin à l'AEC. C'est votre rendez-vous Caraïbes. L'adhésion de Saint-Martin en tant que membre associé de l'Association des États de la Caraïbe a été ratifiée à l'unanimité des pays membres au cours du 7e sommet de l'AEC. Désormais, la collectivité de Saint-Martin, au même titre que la Martinique et la Guadeloupe, qui sont membres associés depuis avril 2014, pourra directement participer aux réflexions politiques de l'AEC et ainsi inscrire le territoire dans les actions commerciales, touristiques et de protection contre les risques naturels qui seront initiés à l'échelle caribéenne. En outre, au cours de ce sommet, les États membres ont validé la déclaration de la Havane et le nouveau plan d'action de l'AEC pour la période 2016-2018. Durant ce sommet, l'AEC a concentré ses efforts sur la coopération, avec l'objectif commun pour les États membres d'accentuer la concertation politique en coordonnant davantage leurs actions. Axé sur la promotion du développement durable de la Grande Caraïbe, le 7e sommet de l'AEC a été une réussite selon les participants, principalement en raison de son aptitude à resserrer les liens entre les États caribéens et par sa contribution au processus de revitalisation de l'association. Le candidat de centre droit, Pedro Pablo Kuczynski, 77 ans, dit PPK, emporte l'élection présidentielle au Pérou avec 50,82% des voix contre Keiko Fujimori, 41 ans, populiste de droite, après le dépouillement de près de 80% des bulletins. Candidat du milieu des affaires et des ambassades occidentales, Pedro Pablo Kuczynski recommandait à ses observateurs de surveiller le dépouillement pour qu'on ne nous vole pas les suffrages. PPK assoit ainsi sa réputation de représentant de l'élite blanche de Lima par rapport à Keiko Fujimori, implantée aussi bien dans les périphéries pauvres des villes que dans les Andes ou l'Amazonie. La divulgation d'une enquête de l'agence antidrogue américaine, la DEA, contre Joaquín Ramírez du parti fujimoriste, a porté un coup fatal aux efforts de respectabilité patiemment déployés par la candidate. Son coéquipier et mentor, José Schlimper Ackerman, a manipulé un enregistrement diffusé par les médias, ce qui a aggravé les soupçons. Le non à Keiko des manifestations de rue avant le premier et le second tour s'est doublé d'un nouveau mot d'ordre, non au narco-état. Le photographe américain Spencer Tunick, célèbre pour ses clichés de foule dénudée, a fait poser plus de 6000 personnes face au Parlement de Colombie à Bogota pour transmettre un message de paix dans ce pays déchiré par plus d'un demi-siècle de conflits armés. Vers 3h du matin, les premiers participants ont commencé à se réunir sur la place Bolivar, dans le centre de la capitale colombienne, avant de poser nus face aux photographes malgré le froid. Dans un entretien, Spencer Tunick, qui avait réalisé sa dernière photo nue de groupe à Sydney, avait expliqué vouloir transmettre un message d'égalité, de paix et d'unité. Selon lui, la paix, c'est le paradis. Être en Colombie au moment où la vie change, avec l'espoir qu'un accord de paix soit signé, est un immense privilège, a précisé le photographe, en référence aux pourparlers menés entre le gouvernement et la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie. Les photographies sont exposées au musée d'art moderne de Bogota. La saison cyclonique a débuté le 1er juin et elle ne devrait être ni moins ni plus active que la normale d'après Philippe Bleuze, le chef des services de Météo France Guadeloupe. Aux côtés des différents services de l'État et des représentants des collectivités locales, il participait hier à une réunion de préparation de cette saison cyclonique.
Muriel Barlagne a assisté à cette réunion présidée par le directeur de cabinet du préfet de région. Voici son reportage. Après une saison 2015 peu active, marquée par deux phénomènes majeurs, la tempête tropicale Erika, qui a particulièrement affecté l'île de la Dominique, et l'ouragan Joaquin, qui a ravagé les Bahamas, on s'apprête à vivre une saison cyclonique plutôt normale en 2016. 13 phénomènes nommés, c'est-à-dire atteignant le stade de tempête tropicale, se forment, dont 6 ouragans. C'est une saison cyclonique qui n'est pas prévue ni plus ni moins active que la normale. Avec la réserve que je viens de rappeler pour la saison 2015, ça ne veut absolument pas dire qu'on peut relâcher notre vigilance avant la saison. Les services de l'État et les collectivités se préparent activement à affronter cette nouvelle saison. Rien ne doit être laissé au hasard. En cas de crise cyclonique, les opérations sont mises en œuvre selon des plans qui s'actualisent régulièrement. C'est le cas du dispositif ORSEC, c'est-à-dire Organisation de la réponse de sécurité civile, qui connaît des modifications cette année. Il y a quelques nouveautés. Celle qui me semble la plus importante, c'est dans le cadre de la diffusion de l'alerte. Nous avons amélioré notre capacité à diffuser l'alerte, notamment en utilisant les moyens modernes de communication, avec des appels téléphoniques systématiques qui permettent de s'assurer que toutes les communes ont bien reçu une information absolument essentielle qui leur permettra ensuite de décliner au plan local toutes les actions nécessaires à la préparation efficace de leur commune et de leurs administrés. De leur côté, les communes doivent avoir mis en place leur plan communal de sauvegarde ou PCS. C'est lui qui prévoit les acteurs à mobiliser et les opérations à mettre en œuvre pour faire face à un phénomène cyclonique. Dans ce domaine, la commune de Morne-à-l'Eau est fin prête. Comme nous avons déjà défini qui s'occuperait de quoi et dans quel secteur, donc il s'agit de mettre en œuvre l'ensemble des actions qui sont prévues en amont. Donc il est vrai que quand il y a une alerte de la préfecture, et bien tout de suite, chacun sait à quel moment, d'une part, se réunir, donc on informe par téléphone, par SMS, et on essaie de faire, comme les procédures sont déjà écrites, donc on essaie de faire le point pour voir à quel moment on active notre PC. Donc avec l'ensemble des partenaires, le SDIS notamment, à Morne-à-l'Eau, le SDIS, avec les représentants de la police municipale, de la gendarmerie, les élus, les associations, et aussi des personnes qui travaillent dans les différents services, notamment les services opérationnels, les services techniques, comme je vous le disais, qui seront vraiment en alerte pour voir en quelle mesure il y aurait un certain nombre d'actions à faire. Le lundi 13 juin, la préfecture organise un exercice cyclone grandeur nature nommé Zachary. Il permettra aux collectivités de vérifier l'efficacité de leur dispositif. Une mise à l'épreuve à laquelle les communes sont invitées à se plier régulièrement. On termine ce journal avec quelques mots de sport et pour commencer en football, c'est ce soir que la sélection de Martinique rencontre celle de la Dominique dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de football des Nations de la Caraïbe. Une rencontre qui se déroulera donc ce soir à 19h à Roseau. Les Guyanais, eux, rencontreront les joueurs de la sélection de la République dominicaine pour leur deuxième match en déplacement à Saint-Domingue. Dans la 4e journée de la Copa América, la sélection du Panama a battu celle de la Bolivie par 2-1. Même score pour le match opposant l'Argentine au Chili. C'est Di Maria, l'attaquant du PSG, qui a ouvert le score pour la sélection argentine. Ce soir, la sélection des États-Unis sera face à celle du Costa Rica. L'autre rencontre opposera le Paraguay à la Colombie. Colombie qui était vainqueur de l'équipe des USA, rappelez-vous, lors du match d'ouverture. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Le mauvais temps de cette nuit et de ce matin devrait persister cet après-midi, principalement en Basse-Terre, aux Saintes et dans le nord de la Grande-Terre. Un peu plus tard, le soleil devrait se montrer dans le sud de la Basse-Terre, la Désirade et les îles du sud de la Guadeloupe. Dans un instant, plus d'infos dans votre journal national et international. Je vous souhaite bon appétit, passez une bonne journée sur Alizé. On se retrouve ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.